Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette visioconférence qui sera aujourd'hui consacrée à la chasse aux exoplanètes, aussi connue sous le nom d'exoplanétologie. La première question qu'on est en droit de se poser, naturellement, c'est une exoplanète, qu'est-ce que c'est? Bien, évidemment, il s'agit d'une planète, donc c'est un astre qui est suffisamment massif pour prendre une forme sphérique sous son propre poids et qui est aussi suffisamment lourd pour chasser tous les corps mineurs, astéroïdes, petites poussières qui seraient susceptibles de s'y trouver. Et une exoplanète, ça veut dire que c'est une planète qui n'appartient pas à notre système solaire et qui est en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. Ce qui vaut également à ces planètes d'être connues sous le nom de planètes extrasolaires. Et à cette petite occasion, je vais en profiter pour revenir sur une appellation que vous pourriez croiser dans certains documentaires, surtout ceux traduits de l'anglais au français où la traduction n'est pas toujours parfaite. Vous pourriez croiser planète extraterrestre, qui en fait n'a tout simplement pas de sens, puisque n'importe quelle planète autre que la Terre est par définition extraterrestre. Donc c'est un pléonasme en fait. Donc le nom des planètes que nous allons nous intéresser, des planètes auxquelles nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est exoplanète ou planète extrasolaire. Alors, la chasse aux exoplanètes, c'est un champ de recherche très récent dans l'histoire de l'astronomie. Mais il faut savoir que leur existence était déjà envisagée il y a plusieurs siècles, dès le XVIe siècle, grâce à un moine dominicain du nom de Giordano Bruno, dont vous avez une statue en bas à gauche, et dont vous avez peut-être entendu parler si vous vous y connaissez un peu en histoire des sciences. Et à cette occasion, j'aimerais profiter donc de cette introduction pour un peu casser le mythe autour de ce personnage, un petit peu présenté comme un martyr de la science. Contrairement à une idée reçue, il n'a pas été condamné par l'Église pour avoir affirmé que des mondes extraterrestres pouvaient tourner autour d'autres étoiles. Non. Ce pourquoi il a été condamné, c'est pour avoir soutenu l'idée que l'univers serait infini et éternel, donc incréé, ce qui entrait en opposition frontale avec la Genèse de l'Ancien Testament, du coup. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a été condamné pour des motifs d'ordre purement religieux et uniquement religieux, jamais sur un plan scientifique. Par exemple, on peut citer comme autre motif son déni de la Trinité, sa croyance en la réincarnation ou encore son éloge de la sorcellerie, rappelant quand même que le bougre, il est moine au départ. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui lui a mis la puce à l'oreille, ce qui lui a soufflé ce prototype d'idée finalement de ce qu'on appelle aujourd'hui les exoplanètes, en réalité, ce qui l'a inspiré, ce n'est pas vraiment les travaux scientifiques de son époque, comme ceux de Copernic ou de Kepler. Non, c'était un système mystique qu'il essayait de mettre au point, dans lequel justement l'univers est infini et éternel, et c'est ces notions d'infinité et d'éternité qui lui ont fait penser que pourquoi pas d'autres planètes pouvaient tourner autour d'autres étoiles si le Soleil lui-même n'est finalement qu'une étoile. Et c'est aussi un système mystique dans lequel les planètes sont considérées comme des êtres vivants, munis d'une âme et qui considèrent que les mathématiques ne sont pas l'outil approprié pour étudier leurs mouvements. On est donc très loin d'un cadre scientifique. C'est un argument qui est, ou plutôt Giordano Bruno avec Galilée est souvent pris en exemple pour mettre en opposition frontale la religion et la science, mais c'est une démarche dont on peut débattre, mais là n'est pas le sujet. En tout cas, une chose est certaine, c'est que l'exemple de Giordano Bruno est particulièrement médiocre puisqu'il est très loin d'être représentatif de l'homme de science. Voilà. Fin de la parenthèse à son sujet. Donc l'existence des exoplanètes était envisagée finalement, on ne va pas dire assez tôt, mais comme dans l'histoire de la science moderne, oui, puisqu'on est quand même au XVIe siècle. C'est donc l'époque de Galilée, le début de la physique moderne. Et pourtant,
il faudra attendre plusieurs siècles avant que la première exoplanète se soit découverte. C'est parce qu'au cours des siècles qui ont suivi, en particulier le 18e et le 19e siècle, beaucoup d'observations avaient été annoncées, mais elles ont été soit réfutées, soit les annonceurs eux-mêmes rétractaient leurs annonces, tout simplement, parce que les résultats n'étaient tout simplement pas concluants du tout, pour des raisons d'ailleurs que nous reverrons justement dans le développement de cette conférence. Et donc, et à la longue, l'exoplanétologie s'est retrouvée petit à petit en marge de la science, au point que les chercheurs d'exoplanètes n'étaient à l'arrivée pas beaucoup plus pris au sérieux que des chasseurs de soucoupes volantes par la communauté scientifique. Jusqu'en octobre 1995, où deux astronomes suisses, à l'aide du spectrographe Elodie, que vous voyez peut-être, attendez, on va peut-être un petit peu décaler ça, que vous voyez ici, grâce à ce spectrographe, ces deux astronomes ont réussi à mettre en évidence, sans équivoque possible, la présence d'un objet de masse planétaire, de la moitié de la masse de Jupiter pour être exact, en orbite autour d'une autre étoile semblable au Soleil dans la constellation de Pégase. La première exoplanète venait d'être découverte. Et à partir de là, autant dire que le nombre de planètes observées va littéralement exploser, puisque en l'espace de 20 ans, donc en 2015 à peu près, environ 2000 exoplanètes ont été détectées et même confirmées. Et 4 ans plus tard, en 2019, ce score s'élève à plus de 4000 astres. Nous assistons donc à une véritable victoire éclatante de l'exoplanétologie face à l'épreuve du temps. Donc aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi les différentes méthodes qui sont utilisées dans la traque aux exoplanètes. Alors, il y en a, on va parler ici que des techniques principales. Il existe d'autres méthodes qui sont soit beaucoup moins utilisées, soit qui sont applicables, mais qu'à des cas très, très spécifiques. Donc, nous allons nous intéresser à ces 5-là. Nous allons donc voir quelle grandeur elles mesurent, les grandeurs mesurées, les paramètres caractérisant les planètes, les caractéristiques des planètes qu'on peut en déduire, et aussi ce qu'on appelle les biais de détection, qui constituent, pour le dire simplement, des points faibles, qui fait qu'aucune de ces techniques en elle-même n'est parfaite et qu'il y a toujours des failles pour justement développer dans le développement de l'exoplanétologie. La première de ces méthodes que je vous invite à découvrir est la suivante. Les premières images qu'on pourrait se mettre en tête lorsque je vous dis comment un astronome peut trouver des planètes, on va naturellement s'imaginer un astronome avec un télescope, l'œil à un télescope suffisamment puissant, pointé vers une étoile, espérant y discerner les planètes. C'est plus ou moins sur ce principe tout simple que repose justement ce qu'on appelle l'imagerie directe. Le télescope est directement pointé vers l'étoile et rapidement, on va croiser le premier obstacle de l'exoplanétologie qui l'a tellement retardé pendant longtemps. C'est la différence d'éclairement de luminosité entre une planète et une étoile. Alors en introduction, on a vu ou revu ce qu'était une planète. Mais une étoile dans tout ça, eh bien, une étoile, c'est une énorme boule de plasma portée à plusieurs millions de degrés et tellement chaude qu'elle produit sa propre lumière en très grande quantité. À côté, une planète, c'est beaucoup plus petit et c'est beaucoup plus froid. Donc, elle n'émet pas de lumière visible, en tout cas. Et même si elle peut refléter de la lumière de son étoile, ça reste dans des proportions qui sont absolument insignifiantes. On peut d'ailleurs justement comparer les éclairements de l'étoile et de la planète avec une grandeur qu'on appelle le contraste. Et on tombe, vous voyez, sur des valeurs qui sont ridiculement petites, en dessous d'un millionième. Le résultat est sans appel, la planète est littéralement noyée dans l'éclat de son étoile et on n'arrive plus à la voir. Alors pour contourner ce problème,
des astronomes ont décidé d'avoir recours à ce qu'on appelle un coronographe. C'est un dispositif très simple, un disque noir placé à l'avant du télescope qui va permettre de créer une éclipse artificielle bloquant environ 99% de la lumière de l'étoile. Justement, si vous regardez bien vous voyez justement l'image à gauche, ou plutôt la séquence d'images qui forme un petit clip à gauche, vous pouvez voir très clairement justement le disque noir qu'on a placé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation d'un coronographe n'est pas particulièrement nouvelle, puisque un coronographe avait déjà été utilisé, alors je me décale un peu sur la gauche, voilà, dans le cadre d'une mission spatiale, avec une sonde qui est ici, la sonde spatiale SOHO, dont la mission était justement d'étudier le Soleil, plus exactement la couronne du Soleil, et les éruptions solaires également. Alors la sonde a très bien rempli sa mission, mais dans la foulée, elle a été capable de discerner environ 1 millier de comètes lors de leur passage près du Soleil en l'espace d'un peu moins de 10 ans. Ce sont donc des résultats a priori plutôt spectaculaires et impressionnants. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas réutiliser ça pour détecter des exoplanètes? Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Mais les résultats espérés n'étaient pas vraiment au rendez-vous dans un premier temps. Parce qu'en effet, même si un coronographe est un dispositif très simple, ça ne se conçoit pas non plus au pifomètre. Un coronographe doit être capable de parfaitement recouvrir une source lumineuse. Et quand je dis recouvrir parfaitement, ça veut dire que le cache ni trop grand ni trop petit. S'il est trop petit, naturellement, il va mal cacher la source lumineuse et on restera ébloui. Par contre, s'il est trop grand, il risque au passage de cacher certaines informations qui pourraient nous être précieuses. Et en soi, ce qui va poser problème, ce n'est pas tellement la taille du coronographe en elle-même. Ce qui va causer problème et qui va finalement un peu remplacer le problème que posait la différence d'éclairement, c'est un phénomène qui est bien connu des physiciens de l'optique et de la lumière, qui s'appelle la diffraction de la lumière. La diffraction, c'est un phénomène qui est assez complexe, qui demande des mathématiques assez poussées finalement, mais qui pour l'expliquer simplement, ce qui se passe, c'est que c'est lorsque la lumière doit passer à travers un trou. Le trou plus exactement, les rebords du trou vont dévier la lumière et d'une certaine façon, c'est un peu comme si le trou se comportait comme une nouvelle source lumineuse. Alors, en l'occurrence, ici, c'est l'entrée du télescope qui va jouer le rôle de trou. Une partie de la lumière va rencontrer les rebords du télescope et être déviée. Et le problème, du coup, avec la diffraction de la lumière, c'est qu'elle a tendance à permettre à celle-ci de contourner le coronographe. Alors, quand vous avez un disque de largeur assez conséquente, comme dans la sonde spatiale SOHO, le phénomène est très faible, voire négligeable. Mais avec un coronographe qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus facile à contourner, vous gardez du coup un halo ou une lueur qui reste aveuglant. Donc, encore une fois, on se retrouve. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le coronographe est nécessaire, mais pas suffisant. Donc, et il y a toujours de l'information, une quantité non conséquente d'informations qui est perdue. Du coup, les astronomes, encore une fois, ils ont rusé. Et si vous regardez bien justement la petite séquence vidéo, vous aurez peut-être l'impression que les images n'ont pas été prises avec une lumière ordinaire. Et effectivement, ce n'est pas le cas. La lumière utilisée n'appartient pas au domaine du visible, elle appartient au domaine des infrarouges. C'est le rayonnement thermique, dans lequel les planètes ont d'ailleurs tendance à rayonner beaucoup plus, ce qui permet justement de les rendre finalement assez bien discernables malgré l'éclat de l'étoile. Donc finalement, avec un coronographe et
une caméra infrarouge, hein, en gros, hein, on peut voir ça comme ça, vous arrivez à obtenir des images de ce style-là. Donc du coup, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Eh bien d'abord, vous pouvez voir qu'en bas à gauche, on pourrait chronométrer le temps que met la planète pour faire le tour de l'étoile et donc mesurer sa période. Le rayonnement thermique de l'étoile, des planètes aussi, nous est très utile parce qu'il va permettre justement de remonter à la température. Et à travers la température, on peut espérer estimer grossièrement la masse et le rayon de la planète. Le problème, c'est que ça aurait été bien si le mot-clé n'était pas grossièrement, parce que c'est là un des gros points faibles de cette méthode, c'est que les marges d'erreur et d'incertitude restent quand même assez larges. Et ce ne sont franchement pas des résultats très satisfaisants au vu des obstacles qui ont été à surmonter. Sans mentionner les fameux biais de détection propres à chaque méthode et qui, dans le cas de l'imagerie directe, sont d'abord euh, il faut obtenir une quantité de rayonnement thermique assez importante pour que la planète soit visible, ce qui implique que la planète soit de taille suffisamment grande, donc ça a tendance à favoriser les planètes géantes. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment éloignée de leur étoile pour ne pas être noyée dans son éclat. Donc enfin, on a également un biais par rapport à la distance à l'étoile. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui peut paraître assez surprenant, puisqu'on a affaire à des planètes qui sont loin de leur étoile, elles devraient donc être froides, comme le sont Uranus et Neptune. Et pourtant, elles ont un rayon thermique assez fort, comme si finalement elles étaient assez chaudes. Eh bien, en fait, c'est le cas, et ça n'existe que dans une certaine configuration. C'est lorsque les planètes sont encore très jeunes et qu'elles continuent d'irradier la chaleur de leur formation. Donc en plus, ça pose d'une certaine manière une restriction d'âge aux planètes qui sont observables. Et enfin, quatrième et dernier point, si on adopte une vision globale du clip, enfin de la petite séquence vidéo, vous pouvez voir qu'on a donc l'étoile qui est au centre, cachée par le coronographe, et on voit justement les cercles ou les ovales décrits par les planètes, ce qui veut dire que le système extrasolaire est vu de dessus ou de dessous, en tout cas vu de face. Et justement, ça pose justement un dernier biais. Les systèmes extrasolaires sont plus faciles à détecter lorsqu'ils sont vus de face que lorsqu'ils sont vus, par exemple, de profil. Donc finalement, si on fait la synthèse de tout ça, l'imagerie directe est une méthode qui part avec de sérieux handicaps, puisqu'on a beaucoup de points faibles, des obstacles techniques à surmonter, pour finalement des résultats qui ne sont pas extraordinaires. D'autant que les premiers résultats de cette méthode, lorsqu'elle a réellement commencé à être efficace, ça date finalement de 2008. Donc, c'est vraiment sur le tard. Et pourtant, pour beaucoup d'exoplanétologues, on peut appeler ça comme ça, l'imagerie directe est une méthode qui représente aujourd'hui l'avenir de l'exoplanétologie. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, les enjeux de la discipline ont changé. Il n'est plus question aujourd'hui de simplement détecter des exoplanètes, il s'agit aujourd'hui de les étudier dans le but justement d'espérer trouver une exoplanète semblable à la Terre. Et donc, ça implique nécessairement de prélever des informations directement au niveau de la planète. Donc, l'imagerie directe est une méthode qui s'avère de plus en plus incontournable, et il va être nécessaire de surmonter le nouvel obstacle que pose la diffraction de la lumière, qui a justement pris la place de la différence d'éclairement entre planète et étoile. Donc, on a ce nouveau problème de diffraction qui va être à résoudre. Alors, on a quand même des pistes, hein, largement, puisque dans le cadre de la conception d'un télescope, il existe un paramètre qui s'appelle le critère de Rayleigh, que vous voyez juste ici. Et vous avez donc la valeur θ, qui est en fait un petit angle de séparation entre deux objets célestes. En fait, le critère de Rayleigh, c'est l'angle de séparation le plus petit
pour lequel un télescope est capable de faire la différence entre deux objets. En dessous, il ne fera pas la différence. Et donc, vous pouvez voir que ce critère va dépendre de lambda, qui est la longueur d'onde de la radiation, donc en gros la couleur de la lumière dans laquelle est observé le système extrasolaire, et petit d, le diamètre du télescope, et qu'on peut donc assimiler à la taille de l'instrument. A priori, on pourrait penser qu'il y a deux critères, deux paramètres sur lesquels nous pourrions jouer. Mais le problème, c'est que on sait déjà quelle longueur d'onde on va utiliser pour observer les exoplanètes. Donc, si vous voulez, ces longueurs d'onde sont déjà ciblées. On sait déjà qu'on peut en tirer des informations et comment on peut les tirer. On peut en tirer, justement. On peut en obtenir. Donc, du coup, le seul paramètre qui reste sur lequel on va pouvoir jouer, c'est le diamètre et la taille du télescope. C'est pour ça qu'un des enjeux principaux de la nouvelle génération de télescopes qui est actuellement en train d'être mise au point va être justement la recherche de cette sœur de la Terre, de cette exoplanète semblable à la Terre. C'est une nouvelle génération de télescopes géants munis de ce qu'on appelle de miroirs segmentés. Les miroirs segmentés, on en voit un très bien par exemple ici sur le futur télescope spatial James Webb qui est là. Là où on le voit très bien. Le miroir segmenté, c'est un miroir géant qui est en quelque sorte découpé en plein de petits miroirs disposés à la manière d'alvéoles. Et ce type de miroir présente deux avantages. Le premier, c'est qu'il permet justement de créer des miroirs géants dont le matériau ne craquera pas sous son propre poids. Et d'autre part, chaque petit miroir en alvéole est contrôlable séparément. Et c'est justement cette capacité de pouvoir non seulement contrôler le miroir géant dans son ensemble, mais également chacun de ces petits miroirs, qui a permis de mettre au point une méthode de détection redoutablement efficace en astronomie qui s'appelle l'optique adaptative. C'est une méthode qui permet de suivre littéralement les perturbations atmosphériques pour les compenser en temps réel et restaurer une très haute qualité d'image et pouvoir faire des mesures de très haute précision. On espère que cette nouvelle génération de télescopes sera mise en service d'ici la fin, comme vous pouvez le voir, d'ici la fin des années 2020, en espérant que la pandémie et la crise sanitaire mondiale ne retarderont pas trop les projets, bien sûr. S'il y a bien quelque chose qu'il faut tirer de ce qu'on a vu de l'imagerie directe, c'est que si l'exoplanétologie a mis tellement de temps à décoller, ce n'est pas pour rien, puisque détecter des planètes va demander de l'ingéniosité et de la patience, et beaucoup, beaucoup d'astuces, sur lesquelles vont reposer des méthodes de détection beaucoup moins directes, mais beaucoup plus précises en revanche. Et nous allons commencer par la première de ces méthodes indirectes, qui est la célèbre méthode des vitesses radiales. Et oui, dans le milieu de l'astronomie, cette méthode est très célèbre, puisqu'elle a marqué l'histoire de l'astronomie d'une pierre blanche. En effet, c'est à elle qu'on doit la détection de la toute première exoplanète en octobre 1995, dont le nom scientifique est 51 Pégase b, mais plus connu sous son nom commun de planète Bellérophon, son nom qui lui vient d'un des cavaliers du célèbre cheval ailé. La méthode des vitesses radiales repose sur un phénomène ondulatoire très général qui s'appelle l'effet Doppler. C'est un phénomène qu'il est très facile d'expérimenter quotidiennement avec du son, par exemple. C'est un phénomène que vous pouvez rencontrer simplement, par exemple, avec un train ou un véhicule à moteur suffisamment bruyant. Imaginez, vous êtes au bord de la route ou sur un quai de gare. Vous avez le véhicule ou le train qui arrive au loin et qui commence à se rapprocher de vous. Dans un premier temps, le vrombissement du moteur va devenir audible, puis il va devenir de plus en plus fort. Et si vous avez peut-être fait un petit peu attention, ou vous remarquerez peut-être à l'avenir,
mais le son du vrombissement du moteur devient de plus en plus aigu à mesure qu'il s'approche de vous. À présent, vous avez le véhicule qui passe devant vous, ou le train, c'est celui de la voie d'en face, c'est pas votre embarcation et vous le laissez passer. À présent, il s'éloigne de vous. À ce moment-là, le volume sonore va diminuer et petit à petit, le son va aussi devenir de plus en plus grave. C'est sur ce principe-là, c'est ce principe-là qui illustre l'effet Doppler avec le son. En fait, le son, c'est en fait une onde mécanique, c'est une vibration de l'air. Et en fait, l'échelle grave, médium, aigu, qui est bien connue en acoustique et en musique, elle permet de situer les sons sur une échelle de longueur d'onde. Les sons aigus correspondent à de courtes longueurs d'onde. À l'inverse, les grandes longueurs d'onde correspondent à des sons plus graves. Et en fait, l'effet Doppler est un phénomène qui apparaît lorsque la source des ondes, entre autres ici sonores, est en mouvement. Donc, elle peut soit s'approcher de vous, soit s'éloigner. Quand la source s'approche de vous, la source s'avance en même temps qu'elle émet ses ondes sonores. Donc, du coup, vous allez vous retrouver avec deux ondes sonores qui se retrouvent rapprochées l'une de l'autre. La longueur d'onde qui les sépare est plus courte, donc vous entendez le son comme plus aigu. À l'inverse, lorsque la source sonore s'éloigne de vous, les ondes qui se retrouvent projetées à l'arrière se retrouvent à la traîne l'une par rapport à l'autre, puisque, là encore une fois, la source continue d'avancer en même temps qu'elle émet. La longueur d'onde qui va séparer les deux est beaucoup plus large, donc le son est entendu comme beaucoup plus grave. Donc là, j'ai illustré le phénomène de l'effet Doppler avec du son. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un phénomène ondulatoire très général, c'est-à-dire que l'effet Doppler s'applique à n'importe quel type d'onde existant. Ça marche avec le son, mais ça marche aussi avec des ondes électromagnétiques, comme avec la lumière. Sauf qu'au lieu de se manifester à travers la sonorité, ça va se manifester à travers la couleur. Lorsqu'un astre lumineux se rapproche de vous, sa lumière a tendance à légèrement virer au bleu, alors que quand il s'éloigne de vous, sa lumière a tendance à tirer sur le rouge, ce qui donnera d'ailleurs le nom à une quantité bien connue en astronomie, ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, noté petit z ici, et qui est défini de cette manière-là. Vous avez donc des lambdas partout, donc vous avez des longueurs d'onde partout, et en fait, on peut en discerner deux. Lambda 0, qui est la longueur d'onde de référence, si la source était immobile, et lambda ops, qui correspond à la longueur d'onde que nous, on reçoit. Et ce que ce petit calcul dit, en fait, ce qu'il montre, c'est que donc au numérateur, vous avez une soustraction, donc c'est un décalage entre deux longueurs d'onde, par rapport, c'est la division, par rapport à une référence. C'est littéralement la définition du décalage vers le rouge, traduit en langage mathématique. Et là, à ce moment-là, il y a peut-être une question qui trotte un petit peu dans votre tête. Finalement, c'est quelle lumière qu'on observe? Parce qu'on parle d'un objet qui se rapproche et qui s'éloigne. Donc, c'est un objet qui bouge. Or, ce sont les planètes qui se déplacent et qui sont en orbite autour des étoiles. Donc, normalement, ça devrait être la lumière de la planète qu'on observe. Mais dans le paragraphe précédent, je viens de montrer qu'essayer de discerner la lumière d'une planète par rapport à celle d'une étoile, autant chercher une aiguille dans une botte de foin pour des résultats qui sont au mieux pas extraordinaires et très imprécis. Eh bien, en fait, comme le dit une célèbre expression, le diable se cache dans les détails. Et la méthode des vitesses radiales l'illustre très bien, puisque tout son secret réside dans la subtilité. En effet, affirmer
que ce sont les planètes qui orbitent autour des étoiles, en fait, ce n'est vrai que dans une certaine mesure. Si on commence à être réellement attentif aux petits détails, on finit par se rendre compte qu'en réalité, l'étoile et la planète orbitent autour d'un point qui s'appelle le centre de gravité. C'est le centre de gravité commun à la planète et à l'étoile autour duquel les deux vont graviter, avec des mouvements qui n'ont pas du tout la même amplitude. Mais l'idée, c'est que la planète comme l'étoile ont une masse, donc elles exercent une force de gravité à leur manière, et ces forces de gravité vont exactement se compenser, s'annuler en un point qui est justement ce point d'équilibre qu'on appelle le centre de gravité et qui est localisé dans l'espace beaucoup plus près de l'étoile que de la planète, puisque la planète est beaucoup plus lourde. Et ce qui se passe, c'est que, en général, ce centre de gravité, il est à l'intérieur de l'étoile, mais il ne coïncide jamais vraiment avec le cœur de l'étoile. Ce qui fait que, comme vous allez pouvoir le voir, l'étoile va être animée d'un petit mouvement par effet de fronde. Un mouvement très petit, mais tout à fait détectable pour nos instruments. Et donc, on va pouvoir justement évaluer justement ce mouvement-là. Vous voyez donc la lumière de l'étoile qui parvient jusqu'à la Terre, qui va pouvoir être collectée par un télescope, et le télescope va justement rediriger, va justement plutôt canaliser cette lumière vers un outil qu'on appelle justement un spectrographe, dont Elodie est le plus connu à l'heure actuelle dans l'histoire de l'astronomie, puisque c'est ce spectrographe qui a détecté la première exoplanète. Et même si aujourd'hui il a été remplacé depuis parce qu'il a été remplacé par un spectrographe plus précis et plus performant, ça ne veut pas dire qu'il est à la poubelle, hein, loin de là. Au contraire, il est aujourd'hui conservé et exposé au public qui visite l'Observatoire de Haute-Provence. Et le but d'un spectrographe, ça va être de faire exactement la même chose qu'un prisme avec avec la lumière blanche et qui va la décomposer en arc-en-ciel. Donc vous obtenez ceci, ce qui ressemble typiquement à un arc-en-ciel, avec également des sortes de raies noires qui sont en fait caractéristiques de la composition de l'étoile. C'est un peu comme une empreinte digitale de l'étoile, si vous voulez. Et chaque raie correspond à une longueur d'onde. Et cette longueur d'onde a tendance à se déplacer. Entre autres, avec les traits bleus, vous pouvez voir, ça permet de localiser la longueur d'onde de référence avec les traits bleus. Et vous pouvez voir que par moment, les raies noires coïncident avec les traits bleus, mais on la voit aussi énormément se déplacer, se décaler de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Ça signifie que, en fait, l'étoile s'approche, l'étoile s'éloigne, l'étoile s'approche, l'étoile s'éloigne. Donc, on va pouvoir mesurer le décalage vers le rouge, et à partir de ce décalage vers le rouge peut être très simplement relié à la vitesse de l'étoile que vous voyez ici. Donc, on va pouvoir évaluer la vitesse de l'étoile en fonction du temps. Et vous remarquerez qu'un motif périodique va commencer à se dessiner. Motif dont on peut lire la durée sur l'axe temporel. Donc, nous pouvons mesurer la vitesse et la période, puisque cette période va correspondre justement que ce soit le mouvement de l'étoile autour du centre de gravité ou la planète autour du centre de gravité, ça va être la même période puisque les deux astres restent liés l'un à l'autre. Cette période qu'on va mesurer là va correspondre à la période de rotation de la planète. Et donc, ce qui est obtenu avec les mesures, c'est une sorte de nuage de points, comme ceci, quand même moins net, il faut le reconnaître, c'est un peu plus grossier, mais l'idée est là, vous obtenez justement, au fil des mesures, vous obtenez ce nuage de points. Et en fait, pour espérer en tirer des informations, on va utiliser un ordinateur et faire en sorte faire coïncider ce nuage de points
avec une courbe mathématique bien spécifique que l'ordinateur connaît, en l'occurrence ce qu'on appelle une sinusoïde. La sinusoïde, c'est une fonction mathématique périodique qui peut comporter soit la fonction sinus, sin, ou la fonction cosinus, cos, mais qui est du coup une courbe composée de zigzags. Et il y a deux paramètres qui caractérisent une sinusoïde que l'ordinateur va être justement capable de détecter, pas de détecter, de modéliser, de calculer et de vous donner, de vous fournir. Vous avez d'un côté l'amplitude, qui correspond justement à l'étirement vertical de la sinusoïde. Et à l'intérieur du sinus, vous avez ce qu'on appelle la phase, qui va correspondre à l'étirement horizontal de la sinusoïde. Ainsi, vous pouvez avoir des sinusoïdes au zigzag très resserrés, avec une période très courte, ou à l'inverse, vous pouvez avoir une période beaucoup plus longue, avec des zigzags beaucoup plus amples. Ensuite, nous avons, grâce à la mécanique céleste, grâce à la théorie, nous avons trouvé un moyen de connaître, d'évaluer théoriquement la vitesse de la planète en fonction du temps, avec cette espèce de formule absolument immonde et compliquée. Mais nous allons surtout nous intéresser au terme de gauche qui est ici. En fait, si vous regardez bien, en fait, c'est exactement la structure d'une sinusoïde, puisque ici, vous avez les fonctions périodiques qui s'ajoutent, mais au final, ça crée une nouvelle fonction périodique. Donc, ça crée les zigzags. Et ici, on reconnaît l'amplitude. Donc, si vous obtenez A, vous obtenez tout ce gros terme-là. Vous avez aussi ici la période P que nous avons mesurée. Donc, nous connaissons A et P. Et grâce à d'autres calculs de la mécanique céleste, un en particulier, que je n'ai pas illustré ici, mais que nous aurons l'occasion de recroiser plus tard, vous le verrez, c'est la troisième loi de Kepler. Un calcul aussi simple qu'il est pratique et qui permet justement de relier directement la période à la distance planète-étoile ici. Un autre calcul de mécanique céleste que je ne détaillerai pas ici permet d'obtenir ce qu'on appelle l'excentricité. C'est-à-dire que l'excentricité, c'est ce qui va décrire en gros la rondeur d'une orbite. L'excentricité est un nombre entre 0 inclus et 1 exclu. Et lorsque vous avez une excentricité nulle, vous avez une orbite qui est parfaitement circulaire. Et plus E va augmenter et grandir pour tendre vers 1, plus votre orbite sera ovale et aplatie. D'ailleurs, il y a certaines exoplanètes qui ont été découvertes et qui s'illustrent par leurs orbites qui sont très excentriques Donc, au final, on a la période, on a la distance planète-étoile aussi, on a l'excentricité. L'ordinateur nous donne A, et la masse de l'étoile qui est ici, en général, elle est connue, puisqu'il y a justement des équipes qui sont spécialisées dans la physique stellaire, qui étudient les étoiles et qui vont, entre autres, répertorier leur masse. Donc, la masse de l'étoile est connue, la période est connue, la distance planète-étoile est connue également, l'excentricité aussi. Donc, on va pouvoir en déduire, grâce à A, la masse de la planète, qui va être finalement notre résultat final. Et c'est d'ailleurs pour ça, justement, que dans les annonces dans les journaux, par exemple, dans certaines rubriques, lorsqu'une exoplanète, la découverte d'une exoplanète est annoncée, généralement, cette annonce comporte la masse de la planète en termes de tant de fois la masse de la Terre ou tant de fois la masse de Jupiter, par exemple, qui sont justement les deux masses de référence en matière de planètes. C'est parce que justement, la masse des planètes, typiquement, c'est le résultat final qu'on cherche à obtenir avec la méthode des vitesses radiales. Et donc, justement, on peut confirmer la présence d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile d'une manière aussi indirecte. Et vous pouvez voir que c'est une méthode qui est très subtile, très ingénieuse, qui témoigne justement de la malice dont les astronomes sont capables. Mais ce n'est pas une méthode parfaite pour autant, et elle a quand même ses limites.
comme toutes les méthodes. Et son principal défaut vient du fait que, ce qui fait sa plus grosse faiblesse, finalement, c'est ce qui fait sa force et son ingéniosité. Parce que c'est une méthode qui, justement, repose sur l'influence gravitationnelle. Donc, ça va reposer sur la masse des objets. Donc, plus un objet est massif, plus une planète est massive, plus elle est facile à détecter. Donc, elle a tendance à favoriser les planètes massives, comme les géantes, plutôt que des planètes plus petites qui seraient plus du gabarit de notre planète, par exemple. D'ailleurs, pendant longtemps, la méthode des vitesses radiales, jusqu'en 2012, a été la méthode la plus prolifique, mais c'est une méthode qui a surtout détecté à cette époque-là beaucoup de planètes géantes. C'était beaucoup les planètes géantes gazeuses qui étaient découvertes, parce que justement, cette méthode les favorise énormément. Donc d'un côté, elle favorise les planètes géantes, elle favorise d'un autre côté ce qu'on appelle les étoiles naines, c'est-à-dire les étoiles plus petites, avec une masse donc plus faible, et qui sont du coup plus sensibles à l'effet de fronde et qui vont avoir un mouvement plus ample que des étoiles qui seraient plus proches du Soleil et qui seraient plus lourdes. Donc, la masse de la planète, la masse de l'étoile entre en compte aussi. C'est aussi une méthode du coup qui tend à favoriser les planètes avec une période très courte, puisque naturellement les premières planètes qui seront les premières détectées seront forcément celles qui auront la période de révolution autour de l'étoile la plus courte. D'ailleurs, encore une fois, beaucoup des planètes géantes qui ont été découvertes grâce à la méthode des vitesses radiales se sont avérées être un type de planète qu'on appelle les Jupiters chaudes, parce que ce sont des géantes gazeuses, comme Jupiter, hein, ou en tout cas du même gabarit, mais qui orbitent très proche de leur étoile. En seulement, par exemple, Bellérophon, c'est 4 jours seulement. Alors qu'à côté, vous avez la planète Mercure, qui met environ 58 jours pour faire le tour du Soleil. Donc à côté, Bellérophon est beaucoup plus proche de son étoile et en fait le tour beaucoup plus vite. Et c'est très souvent ce genre de planète que la méthode des vitesses radiales a tendance à favoriser. Et le dernier biais de détection qu'on pourrait mentionner chez la méthode des vitesses radiales, c'est l'inclinaison, en fait. C'est l'inclinaison du système extrasolaire. Contrairement à l'imagerie directe qui favorisait un système extrasolaire vu de face, la méthode des vitesses radiales a tendance à favoriser les systèmes vus de profil. Parce que ce qu'on cherche à mesurer avec la méthode des vitesses radiales, encore une fois, c'est un objet qui se rapproche de nous et qui s'éloigne. Autrement dit, pour le résumer, ce qu'on va chercher à mesurer, c'est un mouvement d'avant en arrière. Et justement, le mouvement n'apparaîtra d'avant en arrière que si le système extrasolaire est vu de profil. Si le système extrasolaire est vu de face, on n'aura pas un mouvement d'avant en arrière, mais un mouvement de haut en bas ou de gauche à droite. Et ça, par contre, ce sera complètement imperceptible pour la méthode des vitesses radiales. Donc, comme j'ai dit plus tôt, avant 2012, c'était la méthode des vitesses radiales qui a été la plus prolifique et qui a découvert un nombre d'exoplanètes franchement conséquent, même si c'était très souvent des planètes géantes gazeuses qui finalement n'ont pas beaucoup d'intérêt pour la vie, tout simplement, pour espérer trouver de la vie extraterrestre, par exemple. Mais à partir de 2012, une autre méthode de détection indirecte, peut-être un peu moins subtile et un peu moins ingénieuse, mais redoutablement efficace quand même, va lui voler la vedette. C'est la méthode des transits. Alors, en astronomie, ce qu'on appelle un transit, c'est le passage d'un petit corps céleste qui apparaît petit dans le ciel, en tout cas, qui nous apparaît petit, devant un astre qui est beaucoup plus grand que lui. On retrouve ce genre de configuration très fréquemment, par exemple, avec une planète passant devant son étoile. Par exemple, le transit le plus connu, c'est celui de Mercure passant devant le disque solaire, qui a même pu être suivi. Vous pouvez retrouver du coup, donc naturellement, vous pouvez retrouver ce phénomène avec n'importe quelle exoplanète qui arrive à passer devant son étoile.
Mais vous pouvez aussi l'observer, par exemple, avec des astéroïdes, des petits corps mineurs, qu'ils passent devant, encore une fois, devant une étoile, mais aussi devant une planète, par exemple. Si vous prenez Jupiter, l'énorme Jupiter, avec son cortège de lunes autour d'elle, de petits satellites autour d'elle, eh bien, de temps en temps, il n'est pas impossible que un satellite passe devant elle et fasse ce qu'on appelle justement, et ça continue de s'appeler un transit, ni plus ni moins. Ensuite, on pourrait faire deux petites remarques sur la notion de transit. D'abord, le phénomène de l'éclipse, que nous connaissons tous, les célèbres éclipses solaires qui sont tellement magnifiques lorsqu'on a la possibilité de les voir, ce fameux soleil noir complètement recouvert par la Lune. C'est en fait un cas particulier de transit dans lequel le corps céleste qui cache a la même taille apparente que l'objet caché. Alors en astronomie, donc quand on fait vraiment de la mesure, quand on fait vraiment des mesures, il y a deux notions à discerner, c'est ce qu'on appelle la taille réelle et la taille apparente. Vous prenez par exemple ce stylo. Il a une taille réelle, on peut le mesurer à la règle, par exemple, il n'y a pas de souci. Hein. Par exemple, attendez. Voilà, il fait environ 16 cm. Voilà. Ça, c'est sa taille réelle. Et cette taille réelle ne bouge pas. Mais en fonction de comment je vais tendre le bras, le crayon va me paraître plus ou moins grand. Si j'ai le bras contre moi, il va m'apparaître assez grand, à sa taille réelle. Mais si je tends le bras, il me paraîtra beaucoup plus petit. Pourtant, sa taille en tant que telle ne change pas. C'est une impression de taille. C'est pour ça qu'on appelle ça la taille apparente. Et la taille apparente, en astronomie, elle n'est pas modélisée par une longueur, du coup, mais par un angle, puisque c'est un angle qui va relier justement la distance et la taille de l'objet. Et ce qui se passe dans le cas d'une éclipse, c'est que la Lune et le Soleil ont en fait dans le ciel exactement la même taille apparente. Et ça, c'est permis parce que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, tout en étant 400 fois plus proche de nous que le Soleil. Et grâce à cette coïncidence des 400, on arrive à obtenir la Lune, la pleine Lune, qui recouvre parfaitement le Soleil et qui permet de donner naissance à ces phénomènes spectaculaires que sont les éclipses solaires totales. À l'opposé du phénomène de l'éclipse, vous pouvez croiser un phénomène, surtout avec justement dans la chasse aux exoplanètes, on peut tomber sur des astres qui sont très loin de recouvrir leur étoile, mais qui vont venir raser le rebord de l'étoile en haut et en bas. Et c'est ce qu'on appelle un transit grisant. C'est un phénomène qui peut apparaître, ça peut s'observer très largement. Donc, du coup, le principe du transit, en quoi il est intéressant pour la chasse, pour la traque aux exoplanètes, c'est parce qu'en fait, quand la planète va passer devant l'étoile, elle va bloquer une partie de sa lumière. Ça va créer une petite baisse de luminosité de l'étoile. Pas grosse, mais encore une fois, suffisamment décelable pour nos instruments. Ainsi, on va pouvoir mesurer une baisse de la luminosité. Alors, quand je dis qu'elle est très petite, c'est que par exemple, pour les planètes les plus vastes, les plus grandes, pas forcément les plus massives, mais les plus vastes, donc avec la taille la plus grande, on obtient une baisse de luminosité quand même de 1,7%. Ça, donc c'est très petit. Et donc, vous imaginez bien que des planètes du gabarit de la Terre génèrent une baisse de luminosité qui est ce qu'elle est. Bon, elle est toujours décelable. D'ailleurs, la méthode des transits va permettre de détecter des planètes qui sont semblables à la Terre, bien que plus massives. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les super-terres. Mais voilà. Donc, vous avez cette baisse de luminosité qui est appelée profondeur de transit dans le langage de la chasse aux exoplanètes. Notez delta ici.
Et ce qu'on va établir, c'est ce qu'on appelle une courbe de lumière qui mesure justement le flux ou la luminosité en fonction du temps. Et en fait, cette courbe de luminosité va être marquée par des creux au moment où il va y avoir un transit, au moment où il va y avoir justement une baisse de luminosité. Et en fait, pour être tout à fait précis, quand on observe une courbe de lumière sur suffisamment de temps, on finit par se rendre compte qu'il existe deux types de creux. Un type ayant justement une profondeur de transit légèrement, sensiblement plus grande que l'autre. C'est parce qu'en fait, l'orbite de la planète, lorsque les transits sont possibles, va être marquée par deux événements. En termes de lumière, vous avez d'un côté l'étoile qui irradie vers nous, donc elle nous éclaire directement, mais il y a aussi une partie de l'éclairement qui part par exemple en arrière ou sur les côtés, qui va être reflétée par la planète et qui va venir jusqu'à nous. Donc on a en permanence une certaine quantité de lumière maximale que vous voyez là en haut constamment. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un moment où la planète va nous présenter son côté nuit, donc plus la moindre lumière à ce niveau-là, mais en plus, elle va bloquer une partie de la luminosité. Donc c'est là qu'on va avoir la luminosité la plus basse, et c'est ça qu'on appelle le transit. C'est lui le fameux transit en tant que tel, et qu'on appelle aussi transit primaire. Parce qu'il y a aussi un autre événement qui peut avoir lieu, c'est lorsque la planète nous présente son côté jour, ici, mais elle va passer, se cacher derrière son étoile, et on ne la verra plus du tout. On n'aura plus du tout accès à sa lumière, ce sera comme si l'étoile était seule. À ce moment-là, on a affaire à ce qu'on appelle une éclipse secondaire. Et autant pour la détection des exoplanètes, c'est surtout le transit primaire qui va nous intéresser, autant l'éclipse secondaire va être très utile lorsqu'on va vouloir prélever de l'information au niveau des planètes elles-mêmes, précisément justement dans le cadre de la recherche d'une sœur de la Terre. Mais donc aujourd'hui, nous nous focaliserons uniquement sur le transit primaire, qui est déjà caractérisé par sa profondeur. Et on peut aussi constater qu'un transit est caractérisé est marqué par 4 temps, qui correspondent justement, marqués par 4 temps, ici, là et là. Et en fait, les astronomes discernent deux durées de transit. Il y a d'un côté la durée totale et la durée pleine. Alors la durée pleine, elle n'est pas difficile à définir. La durée pleine, c'est la période pendant laquelle la luminosité va être minimale. Ça va être le moment où justement tout le disque planétaire va être dans le disque stellaire et bloquer une partie de la lumière. Et en fait, le transit va être donc marqué, comme je viens de le dire, en 4 temps. Dans un premier temps, le transit commence. Vous avez le disque planétaire qui apparaît à l'extérieur du disque stellaire et qui s'apprête à rentrer et s'apprête à recouvrir une partie de la surface du disque stellaire. Dans un second temps, vous aurez en fait le disque planétaire à l'intérieur du disque stellaire qui en recouvre activement une partie et qui en recouvre activement une partie. Dans un troisième temps, le disque planétaire est toujours à l'intérieur du disque stellaire, mais cette fois, il a traversé l'étoile, il est à l'autre bout et il s'apprête à en sortir. Et enfin, dans un quatrième temps, le disque planétaire est à nouveau à l'extérieur du disque stellaire et il repart, le transit est terminé. Et en fait, la durée totale, elle prend en compte la durée pleine ainsi que les deux périodes de découvrement et de recouvrement. Par souci de simplicité, nous retiendrons surtout la durée pleine qui correspond donc à la distance ici, qui correspond à une distance ici, la distance parcourue ici. Donc la profondeur, donc nous avons comme grandeur mesurable la profondeur de transit et la durée pleine. À partir de la profondeur de transit, on va pouvoir établir assez facilement une comparaison de taille entre l'étoile et la planète. Et comme en général, encore une fois, les dimensions de l'étoile sont connues, puisqu'il y a des équipes qui se focalisent justement sur les étoiles pour les étudier,
Si on connaît la taille d'une étoile et la profondeur de transit, alors on va pouvoir remonter directement à la taille, au rayon de la planète. À partir de à partir de la durée de transit, il va y avoir un petit peu, il va falloir faire preuve d'un petit peu, il va falloir un petit peu extrapoler. En fait, on va considérer que, à partir du trajet de transit ici et de la durée de transit, on va extrapoler l'orbite complète, donc le cercle. On va supposer que l'orbite est circulaire, ce qui est une supposition assez cavalière, mais qui semble marcher. En tout cas, dans un premier temps, on va la supposer. Et avec l'orbite, on va aussi en déduire la période de révolution autour de l'étoile. Et pour finir, grâce à la troisième loi de Kepler qu'on a mentionnée plus tôt dans avec la méthode des vitesses radiales, on va pouvoir encore une fois relier la période à la distance planète-étoile. Donc si on résume ce qu'on peut déduire d'une planète avec la méthode des transits, c'est sa taille, la période et la distance planète-étoile. C'est une méthode qui, encore une fois, est moins subtile que la méthode des transits, mais qui reste quand même tout à fait valable et qui finalement, il y a une chose qui est assez amusante, on va dire, c'est que la méthode des transits permet de remonter à la taille des planètes, mais pas à la masse. Alors qu'à l'inverse, vous aviez la méthode des vitesses radiales qui remontait jusqu'à la masse de la planète, mais pas à sa taille. Et en fait, en termes de biais de détection, la méthode des transits a un petit peu les mêmes que ceux de la méthode des vitesses radiales finalement. Puisqu'encore une fois, elle favorise les planètes géantes, puisque plus une planète est grosse, plus elle bloque de la lumière et plus la profondeur de transit sera marquée. Elle favorise aussi les étoiles de plutôt petite taille, puisque du coup, on peut observer la totalité d'un transit plus rapidement qu'avec une étoile beaucoup plus large. Elle est aussi très restrictive au niveau de l'inclinaison du système extrasolaire qui doit être vu de profil. Peut-être même d'une façon, elle était même encore plus restrictive que la méthode des vitesses radiales sur ce coup-là. Et elle a un quatrième et dernier gros point qui est un petit peu qui est un petit peu sa béquille et sa bête noire en quelque sorte, c'est que bah justement la méthode des transits, comme je l'ai dit plus tôt, elle ne mesure pas la masse. Et ça va poser un petit problème parce qu'entre-temps, on a découvert qu'il existe des objets qui sont des objets qu'on appelle les naines brunes, ça s'appelle. C'est un objet intermédiaire entre la planète et l'étoile. C'est un objet qui d'un côté est trop massif pour être considéré comme une planète et qui d'un autre côté est trop léger, pas assez massif pour amorcer un processus de fusion nucléaire et devenir une étoile à part entière. Donc, elle va rester un peu le cul entre deux chaises, hein, pour reprendre l'expression. Et ça crée donc ce genre d'objet. Ce genre d'objet qui peut avoir la même taille qu'une planète géante, mais être beaucoup plus massive. Et le problème, c'est que comme la méthode des transits est aveugle à la masse des objets, ben, elle n'est pas capable de faire la différence entre une planète géante et une naine brune, ce qui fait que ça peut donner parfois cas à des cas de fausse détection, en fait, puisque ce n'est pas une exoplanète qui est réellement détectée. Et donc, finalement, comment on peut résoudre ces problèmes pour la méthode des transits comme la méthode des vitesses radiales? Eh bien, en fait, je vous ai un petit peu induit en erreur en vous disant que justement, la méthode des transits avait volé la vedette à la méthode des vitesses radiales. Alors, c'est vrai que depuis 2012, c'est la plus prolifique dans le sens où, avec la méthode des transits, c'est celle qui aujourd'hui découvre le plus d'exoplanètes qui se confirment bel et bien. C'est-à-dire que généralement, ces découvertes sont annoncées, puis après, on arrive à les confirmer. Et effectivement, c'est bel et bien la méthode des transits qui a permis de les découvrir en premier. Donc, on considère que c'est la méthode des transits qui les a découvertes. Mais en réalité, la méthode des transits et la méthode des vitesses radiales, elles ne sont pas du tout en concurrence. Même bien au contraire, elles sont très souvent complémentaires et permettent d'arriver justement à un premier aperçu déjà assez global de la planète.
puisque du coup, on peut justement, en utilisant les 2 méthodes, simultanément, on obtient la masse comme le rayon. Et ça permet justement de donc on a des donc à défaut d'avoir davantage d'informations supplémentaires sur les caractéristiques de l'étoile, de la planète pardon, ça donne déjà un aperçu, un premier aperçu, finalement assez global et assez complet. En tout cas assez satisfaisant pour pouvoir affirmer l'exoplanète est découverte, elle existe. Et la méthode des transits comme celle des vitesses radiales sont aujourd'hui les 2 méthodes qui sont les plus utilisées pour traquer les exoplanètes. Cela étant, il nous reste encore, je vais encore vous présenter 2 autres méthodes qui ont quand même un certain intérêt, qui sont utilisées même encore aujourd'hui. Nous allons commencer par l'astrométrie. Alors l'astrométrie, c'est pour vous donner une idée, pour jouer un petit peu sur l'imaginaire populaire, c'est un petit peu l'activité de l'astronome à l'ancienne par excellence. Vous savez, le savant avec son gros livre, son crayon et son télescope, l'œil au télescope, et qui mesure justement la position des astres. L'astrométrie, c'est ça. C'est la mesure de la position des astres. C'est une discipline qui existe depuis très longtemps, hein, depuis l'Antiquité, déjà à l'époque de la Grèce antique ou même d'Alexandrie, avec Platon, avec Ptolémée. On avait déjà justement les premiers modèles d'astronomie, ils étaient obtenus justement grâce à l'astrométrie. Donc c'est quasiment une méthode aussi vieille que l'astronomie elle-même et qui, au cours du temps, a fini par trouver une application dans la détection d'exoplanètes, justement. À vrai dire, pour être honnête, c'était cette méthode qui a été utilisée dans un premier temps par les astronomes et qui espéraient obtenir des résultats pour trouver des exoplanètes. Ainsi, au XVIIIe et au XIXe siècle, c'était cette méthode-là qui a été utilisée, qui était utilisée en espérant trouver quelque chose. Le problème, c'est que, comme on l'a vu en introduction, toutes ces découvertes se sont révélées complètement infructueuses, dans un premier temps, en tout cas. Et si aujourd'hui l'astrométrie a retrouvé ses lettres de noblesse, ce n'est que finalement très récemment, je crois que les premiers résultats c'était en 2010, donc elle est vraiment à la traîne finalement comparée aux autres. Alors c'est la méthode la plus ancienne et pourtant c'est celle qui a eu les résultats les plus tardifs. Et en fait, il y a de très bonnes raisons qui sont liées justement à ces biais de détection à elle, qui sont quand même assez lourds, mais sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard si vous me le permettez. Parce que je vous parle du coup de l'astrométrie et je sens un petit peu lui cracher dessus depuis tout à l'heure, mais finalement, en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, par définition, l'astrométrie mesure la position des astres dans le ciel. Et en fait, ce qu'on espérait, c'est qu'avec suffisamment d'observations, on arriverait justement à discerner un petit mouvement de l'étoile sur la voûte céleste. Et ce petit mouvement, en fait, c'est ce fameux petit mouvement par effet de fond gravitationnel, même celui qu'utilise la méthode des vitesses radiales. En fait, on espérait pouvoir le discerner avec un télescope suffisamment puissant et discerner justement ces petits mouvements dans la voûte céleste pour pouvoir affirmer qu'une exoplanète se trouve en orbite. Et donc, pour donner une idée, justement, pour faire justement une petite comparaison entre l'astrométrie et la méthode des vitesses radiales, la méthode des vitesses radiales, elle mesure un mouvement d'avant en arrière, comme je l'ai dit. La méthode de l'astrométrie, elle, en revanche, ce qu'elle va chercher à mesurer, c'est en fait un petit mouvement de gauche à droite, pour résumer très simplement. Et en fait, ce petit mouvement, on va l'observer par rapport à une toile de fond en arrière-plan qui est composée d'étoiles lointaines qui nous paraissent du coup immobiles, ou on va utiliser en référence des astres très lointains comme les fameux quasars. Les quasars, ce sont des galaxies très actives et très lointaines qui du coup nous apparaissent complètement immobiles. Et on va pouvoir se servir de cette toile de fond en arrière-plan comme référence pour voir le mouvement de l'étoile par rapport à cette toile de fond. Donc on mesure un mouvement apparent, θ, puisque c'est une impression de mouvement.
donc on a θ, c'est l'impression qu'on a depuis la Terre. Vous avez la distance entre la Terre et l'étoile, et vous avez ici ce qu'on appelle A étoile, qui va être le mouvement réel de l'étoile autour du centre de gravité. Alors, on va avoir un déplacement apparent très faible, puisqu'il est mesuré, alors ce qui est écrit entre guillemets ici, c'est ce qu'on appelle une seconde d'arc. Alors, pour vous présenter ce que c'est pas très compliqué. Vous voyez un rapporteur, c'est divisé en 180 ou 360 degrés, ça dépend si vous avez un demi-cercle ou si vous avez un cercle complet. Chaque degré va être divisé en 60 minutes, ce qu'on appelle les minutes d'arc, et chaque minute d'arc va encore être divisée en secondes d'arc. Donc, le mouvement est ridiculement petit et les mesures exigent, donc, vous pouvez déjà le comprendre, une précision diabolique. Et comme vous pouvez vous en douter, ça ne risque quand on exige une telle précision, ça ne joue pas forcément en la faveur de résultats express, pour le dire simplement. Comme on observe aussi un mouvement cyclique, donc un petit mouvement qui se répète, si en plus vous mesurez sur le long terme, vous répertoriez la position de l'étoile à chaque date, vous allez obtenir donc non seulement le déplacement apparent, mais vous allez aussi, encore une fois, obtenir une période, puisque c'est un mouvement cyclique. Si vous arrivez à identifier justement ce mouvement cyclique et en combien de temps il se répète, vous obtenez naturellement la période de l'étoile. Et encore une fois, grâce à la troisième loi de Kepler, vous pourriez espérer remonter plutôt au déplacement réel de la planète autour de l'étoile. Donc, vous avez obtenu ici le déplacement. Vous avez ici le déplacement réel de l'étoile grâce à son déplacement apparent. Vous avez le déplacement de la planète grâce à la troisième loi de Kepler et à la période. Vous avez encore une fois la masse de l'étoile, qu'on considère comme connue, et à partir de là, vous allez pouvoir en déduire la masse de la planète. Donc, a priori, c'est une méthode qui ressemble qui a pas mal de similitudes avec la méthode des vitesses radiales. Et quelque part, c'est un petit peu comme un alter ego ou quelque chose comme ça. Mais elle n'a pas les mêmes biais de détection que sa cousine. Déjà, pour commencer, là où justement la méthode des transits et la méthode des vitesses radiales ont tendance à favoriser les planètes qui sont proches de leur étoile, donc avec une période courte et qui sont près de leur étoile. L'astrométrie, elle, en revanche, elle va plutôt favoriser les orbites larges avec de longues périodes. Donc, quelque part, ça permet encore de compléter notre aperçu de comment les planètes se répartissent dans l'espace. On peut ne plus être seulement restreint aux planètes proches de leur étoile, on peut aussi espérer gagner du temps et obtenir quoique non, on ne gagne pas forcément du temps puisqu'on ne peut pas aller plus vite que la machine, mais au moins on va avoir beaucoup plus facilement accès à ces planètes-là avec cette méthode. Un autre avantage certain de l'astrométrie, c'est qu'elle ne s'encombre pas du type d'étoile. Là où, justement, encore une fois, les deux méthodes précédentes reposaient sur favoriser plutôt les étoiles de petite taille, les étoiles naines, là, peu importe que ce soit une étoile naine, géante ou de taille moyenne, ça marche tout aussi bien dans tous les cas. Mais au-delà de ces qualités certaines qui donnent un avantage sur les autres méthodes et qui font finalement sa plus-value, il y a quand même des défauts qui sont assez conséquents chez l'astrométrie. Déjà, elle exige des mesures de très haute précision et sur un temps très long. Parce que, encore une fois, le fait qu'elle favorise les planètes qui sont en orbite large et éloignées de leur étoile, ça veut dire qu'il faut faire des mesures sur de très longues périodes de temps, parfois plusieurs années, voire des décennies en fait. Et ça peut expliquer aussi pourquoi l'astrométrie a mis aussi autant de temps à avoir de résultats. Parce que, encore une fois, on ne peut pas aller plus vite que la machine. Si la planète n'a pas fait son tour autour de l'étoile, ben, on peut pas en rendre compte. Donc, donc on ne peut pas annoncer un quelconque résultat. Et donc, forcément, ça prend du temps.
Et l'autre gros problème qu'il y a avec l'astrométrie et qui fait que pendant les 18e et 19e siècles, ça a été un échec total, c'est parce qu'en fait, le déplacement de l'étoile est très petit. Et à côté, vous avez les perturbations atmosphériques, c'est-à-dire, vous pouvez imaginer, comment je pourrais vous imaginer ça? Bah, tenez, par exemple, vous voyez une piscine, un jour de grand vent qui crée des rides à la surface de l'eau. L'eau se retrouve trouble. Eh bien, en fait, les perturbations atmosphériques vont rendre également l'atmosphère trouble, en quelque sorte, à partir d'une certaine taille, pour une certaine taille. Et justement, la taille de ces bulles d'air, en fait, oui, c'est ça, de ces bulles d'air, de ces troubles de l'atmosphère, sont en fait plus grands que le déplacement de l'étoile. Ce que ça insinue, c'est qu'en fait, depuis le sol, avec un télescope terrestre, le déplacement de l'étoile autour du centre de masse est absolument imperceptible, invisible. On ne peut absolument pas le voir. Même avec un télescope terrestre extrêmement puissant et même muni de l'optique adaptative, ça ne marche toujours pas. Et en fait, les seuls instruments qui sont réellement capables de profiter de l'astrométrie, ce sont les télescopes spatiaux, comme par exemple le célèbre télescope spatial Hubble. Donc, on n'était pas prêt d'avoir des résultats avant un bon moment. Et c'est aussi pour ça que pendant les siècles qui ont précédé, la, la méthode de l'astrométrie a été un échec cuisant. Pourtant, sur le principe, ça paraissait très prometteur. Parce que au XVIIIe siècle, l'astrométrie était utilisée pour détecter ce qu'on appelle les étoiles binaires ou étoiles doubles, c'est-à-dire deux étoiles qui sont liées entre elles par leur gravité et qui, du coup, orbitent dans le voyage dans la galaxie toujours ensemble, de concert. Et donc les résultats étaient plus que satisfaisants à cet égard. Donc, du coup, on s'est dit, hey, vu qu'une planète, c'est aussi un objet qui a une masse, pourquoi ne pas la réutiliser pour justement trouver d'autres planètes autour d'autres étoiles? Sauf que là où le déplacement entre où deux étoiles binaires, deux étoiles d'un système double se tournent l'une autour de l'autre, le déplacement est très clairement visible, on peut très clairement le voir avec un télescope. Entre une planète et une étoile, c'est beaucoup plus délicat. Donc, cet échec, en fait, s'explique parfaitement avec, avec la présence de l'atmosphère qui rend en fait toute mesure au sol strictement impossible. La dernière méthode que je vous invite à découvrir, c'est ce qu'on appelle la micro-lentille gravitationnelle. C'est un phénomène qui s'inscrit on peut dire dans un phénomène plus global qui s'appelle la lentille gravitationnelle et qui a été décrit pour la première fois grâce à la relativité générale d'Albert Einstein. Ce que la relativité d'Einstein dit par rapport à la physique classique, c'est que dans la physique classique, vous avez l'espace-temps qui est absolu et comme une scène passive, alors qu'à côté, dans la relativité, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'espace-temps est loin d'être passif, au contraire, c'est une entité dynamique qui est malléable. L'espace peut être étiré ou comprimé ou déformé, et le temps, en contrepartie, le temps peut être accéléré ou ralenti. Et parmi justement les effets de cette déformation de l'espace-temps, justement par une masse ou un contenu de masse ou d'énergie, il y a le phénomène dit de la lentille gravitationnelle, c'est-à-dire que la déformation de l'espace-temps va venir dévier le trajet des rayons lumineux et créer justement autour d'un objet massif, va créer une image comme ça, très lumineuse et très déformée, qu'on appelle l'anneau d'Einstein, et qui est caractérisée par un diamètre apparent, ou plutôt un rayon apparent, pour être exact, qui s'appelle le rayon d'Einstein, et qui est noté θe, par exemple, vous le voyez, qui est noté là. Pour obtenir un effet de lentille gravitationnelle, il est nécessaire d'avoir une source lumineuse et une lentille qui soient le plus alignées possible pour avoir justement l'effet de lentille le plus fort possible. Alors, avec une lentille gravitationnelle, vous obtenez une image déformée et très lumineuse, vous avez tout. Mais pour créer une véritable lentille, il faut un objet extrêmement massif.
une galaxie au minimum. Et si vous avez un groupe de galaxies, c'est encore mieux. Mais dans le cas de la micro-lentille, qui est beaucoup plus petite, eh bien ici, l'objet ne sera pas une galaxie, mais sera simplement une étoile. Alors, les effets sont beaucoup moins spectaculaires. Vous n'avez pas toute la déformation qu'une lentille gravitationnelle permet, mais vous allez avoir quand même ce côté, quand vous regardez à travers une lentille, vous avez un objet qui apparaît plus grand. L'objet peut paraître agrandi, surtout si vous avez un certain type de lentille, ce qu'on appelle la lentille convergente, une lentille bombée comme ça. Et justement, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'une étoile va passer devant une autre, vous pouvez le voir ici, vous avez donc l'étoile en arrière-plan, et vous en avez une autre qui va lui passer devant. Ce qui va se passer, c'est que la lumière de l'étoile, la source en arrière-plan, va être amplifiée et va ressortir plus lumineuse. Donc encore une fois, ce qu'on va tenter d'établir, c'est ce qu'on appelle une courbe de lumière. C'est la courbe de lumière, encore une fois, la luminosité en fonction du temps. Mais contrairement à la méthode des transits, où on cherchait à observer des creux, donc des baisses de luminosité, à la place, on va chercher à observer une cloche. Donc au contraire, une amplification de la luminosité. Et le temps que, les deux astres sont alignés, vous allez avoir, donc ça va être ce temps-là, pendant lequel vous allez avoir un pic, ce fameux pic de luminosité. Et si l'étoile qui sert de micro-lentille possède une planète en orbite, eh bien en fait, la planète va se manifester au milieu de la courbe de lumière en créant un pic secondaire ici, comme on le voit très bien ici. Et justement, ce pic d'amplitude, c'est une des grandeurs mesurées qui est ici. Alors, le calcul a l'air assez horrible, mais en réalité, il n'y a vraiment que deux grandeurs qui ressortent. En fait, vous avez d'un côté ce qu'on appelle donc le fameux rayon d'Einstein, qui est le rayon apparent d'une lentille, quelle qu'elle soit, que ce soit une véritable lentille ou même une micro-lentille, hein, ça marche aussi, hein, ça reste caractérisable de la même manière. Donc, vous avez toujours le rayon d'Einstein qui est présent. Mais aussi, vous avez cet autre angle qui s'appelle θs et qui représente en fait une petite séparation entre la source et la lentille, parce qu'un alignement strictement parfait, techniquement, c'est très rare, voire impossible. Il y a toujours un petit décalage entre les deux. Et justement, c'est parce que justement l'étoile, vous voyez ici, vous avez l'étoile qui est là, donc la verticale, elle est comme ceci, et vous avez l'étoile et la planète qui ne sont pas parfaitement alignés avec l'étoile. Donc, vous allez obtenir un θs et un θe qui vous permet d'en déduire cette amplitude, ou plutôt, vous mesurez l'amplitude, et à partir de la géométrie, on est une géométrie qui, par contre, pour le coup, est très complexe, très compliquée, et je ne vais pas la détailler ici, ce serait vraiment trop compliqué. Mais en gros, à partir de là, on va pouvoir établir une comparaison de taille, un rapport de taille, un ratio masse de la planète sur masse de l'étoile. Et encore une fois, si vous connaissez la masse de l'étoile, vous pouvez remonter directement à la masse de la planète. La distance planète-étoile peut être obtenue aussi, mais il y a quand même des marges d'incertitude qui sont quand même assez fortes. C'est pas négligeable. C'est pas forcément des. Donc, c'est pas les mesures les plus précises qu'on aimerait avoir non plus. Alors, la micro-lentille gravitationnelle, c'est une méthode qui a été développée en 1991 pour justement, encore une fois, détecter les étoiles doubles, les étoiles binaires. L'année suivante, la méthode a été peaufinée pour qu'on puisse l'exploiter avec les exoplanètes, mais les premiers résultats n'apparaîtront vraiment qu'en 2002, donc soit 7 ans après la découverte de la première exoplanète. Donc elle est un petit peu en retard, mais pas complètement à la traîne non plus. Mais là où la micro-lentille gravitationnelle aura su marquer un coup très fort, c'est que ça va être cette méthode-là qui va être la première capable de détecter des exoplanètes semblables à la Terre, des exoplanètes de type terrestre. Et quand je dis de type terrestre, ça veut dire qu'elles ont le même gabarit.
Est-ce qu'elles sont habitables ou pas? Ça, je ne saurais, je ne sais pas, je ne saurais pas forcément vous dire. Pas forcément d'ailleurs, ce ne serait pas forcément le cas. Mais en termes de, justement, en termes de masse, c'est le même acabit que la planète Terre. Et c'est la micro-lentille gravitationnelle qui a été capable de les voir pour la première fois. La micro-lentille gravitationnelle est aussi une méthode qui a permis de faire une découverte assez intéressante en retournant un de ses points faibles. Donc je vais y revenir. Du coup, je vais revenir dessus. La micro-lentille gravitationnelle, ce qu'elle a comme inconvénient, alors ces inconvénients, ces biais de détection, ils sont finalement assez différents de toutes les méthodes précédentes. Le gros problème de la micro-lentille gravitationnelle, c'est que c'est un événement extrêmement rare pour un système extrasolaire donné. C'est-à-dire que vous avez par exemple une étoile avec son système qui va s'aligner avec une source lumineuse en arrière-plan. Le phénomène va se dérouler, il va se passer, mais une fois que le phénomène a eu lieu, pour ce système extrasolaire, c'est terminé. Vous n'êtes pas prêt de revoir un nouveau phénomène de micro-lentille avec ce système-là avant un bon moment, avant plusieurs millénaires, voire même plusieurs millions d'années. Donc, finalement, c'est une méthode c'est un événement qui est unique et qui finalement est relativement bref, puisque une micro-lentille gravitationnelle, c'est un événement qui dure entre quelques jours et quelques semaines. C'est-à-dire que lorsque une découverte est annoncée, il faut vite en parler aux collègues, il faut vite alerter les autres centres pour qu'eux aussi fassent leurs observations, parce qu'au bout de quelques jours à quelques semaines, c'est foutu. Vous ne pouvez plus observer. C'est donc un phénomène qui est unique et assez rare. Et du coup, c'est un phénomène qui ne peut pas se focaliser sur un système extrasolaire à la fois, contrairement aux autres techniques qui justement ont tendance à se focaliser sur une étoile en particulier et à l'observer longuement. La micro-lentille gravitationnelle oblige à observer une portion du ciel et à observer un grand nombre d'étoiles, pour justement espérer détecter un phénomène de micro-lentille dans des délais raisonnables. Et justement, c'est parce qu'on est obligé de procéder de cette manière qu'on a pu sonder toute une région de la galaxie et on a pu évaluer justement la distribution des planètes au moins dans un recoin de la galaxie et même l'extrapoler à la galaxie entière. Et donc évaluer la récurrence et la fréquence des planètes dans la Voie lactée. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, les exoplanètes sont très répandues dans la Voie lactée, elles sont très très nombreuses en fait. Et les exoplanètes qui sont les plus récurrentes, c'est les exoplanètes de type super-Terre, donc des planètes telluriques comme la Terre, mais en plus massif, ou des exoplanètes de type neptunien, c'est-à-dire des exoplanètes vraisemblablement gazeuses, et qui sont de grande taille, mais qui n'atteignent pas non plus le gabarit de Jupiter, qui finalement s'avère beaucoup plus rare. Et ce n'est pas ce qu'on aurait pu penser si on se limitait par exemple aux méthodes des transits et aux méthodes des vitesses radiales qui favorisent tellement les planètes monstrueuses. Donc ça a permis de donner une belle vue d'ensemble en retournant en utilisant finalement le point faible de la micro-lentille gravitationnelle et en le retournant à notre avantage, nous avons été capables de justement avoir une vue d'ensemble, de prendre du recul sur le paysage planétaire de la galaxie. Donc, en conclusion, ce que je vous demandais de retenir, à la limite, ce que je vous demanderais de retenir de cette conférence, ce serait à la limite les différents noms, puisqu'il y a au final 5 méthodes. On peut se rendre compte que les caractéristiques des planètes qu'on retrouve sont quand même assez récurrentes, puisque vous avez la masse, la période et la distance planète-étoile. Il y a aussi quelque chose qu'on pourrait, si on se pose la question de qu'est-ce qu'on pourrait retenir, on pourrait aussi se rappeler qu'un des biais naturels et inévitables de l'exoplanétologie qui va systématiquement la freiner sans pour autant l'empêcher, c'est tout simplement le temps. Puisque pour les 4 premières méthodes que vous avez là, on est obligé de justement repérer une planète à son mouvement cyclique.
Et donc, plus ce mouvement cyclique est long, plus la période est longue, plus ça met du temps, plus justement les résultats qui sont censés permettre d'avérer, de valider l'existence de cette planète, met du temps à venir. Ça va donc du coup avoir tendance à biaiser inévitablement les résultats. Enfin, s'il devait y avoir une dernière chose que je vous demanderais éventuellement de retenir de cette conférence, c'est que pour détecter les exoplanètes, il faut s'armer de trois choses: ingéniosité, patience et troisième loi de Kepler. Alors à la base, j'avais prévu une conférence un petit peu plus longue jusqu'à ce que je me rende compte en répétant à l'oral que qu'en fait, ça me prendrait finalement, rien que la première partie me prendrait largement suffisamment de temps. Et donc, du coup, je vous invite à me retrouver l'année prochaine pour nous consacrer sur le prochain enjeu majeur de l'exoplanétologie. En effet, depuis 1995, encore une fois, le nombre d'exoplanètes que nous avons découvert aujourd'hui est de plus de 4000. Donc l'exoplanétologie a parfaitement gagné son pari à l'épreuve du temps. Mais aujourd'hui, les enjeux ont changé. Aujourd'hui, la prochaine grande découverte qui marquera l'histoire de l'exoplanétologie d'une pierre blanche, c'est la découverte d'une exoplanète semblable à la Terre, ou comme on aime les appeler dans le milieu, une sœur de la Terre. Voilà. Donc j'espère vous retrouver nombreux l'année prochaine. Et voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, la conférence s'achève.